Bonjour à toutes et à tous, je suis Laurent Goldstein. Bienvenue sur Humain, le podcast qui nous invite à partager un moment de la vie de personnalités comme vous, comme moi, comme nous. Tous ont accepté de faire un bout de chemin avec moi pour vous partager durant 1 heure leur humanité à travers la singularité de leur parcours et de leur chemin de vie. Bonne écoute! Je suis aujourd'hui à Nantes et mon invité du jour est spécialiste en shiatsu, en psychologie positive. Bonjour Florence. Bonjour Laurent. Bienvenue sur le podcast. Merci d'avoir accepté mon invitation et de nous accorder du temps. D'abord, comment vas-tu ? Écoute, je vais très bien et je te remercie de m'avoir invité pour ce podcast. Alors oui, je t'ai invité, je me suis déplacé, on a trouvé un point de rencontre. Alors pour nos auditeurs, nous sommes aujourd'hui, ça avait déjà été le cas pour Christophe Bichet et pour d'autres, en extérieur, donc vous entendrez un petit peu de bruit ambiant. Mais c'est l'essentiel, c'est que nous puissions avoir cet échange avec Florence. Est-ce que tu peux te présenter en quelques phrases pour nos auditeurs qui ne te connaîtraient pas ? Alors, je m'appelle Florence Potier-Montangon, je suis spécialiste en shiatsu depuis un peu plus de 10 ans et récemment coach en psychologie positive et intelligence émotionnelle. Super. Alors, est-ce que tu peux me parler du shiatsu ? Parce que pour moi, je dois reconnaître, c'est quelque chose, j'en ai déjà entendu parler, j'ai déjà vu tes publications sur les réseaux sociaux, mais j'aimerais en savoir un peu plus. Alors, le shiatsu, c'est une technique de soin qui vient du Japon. Elle mêle la pression, les mobilisations du corps et également la détente. On va échanger également avec la personne pour faire un petit peu le point, pour savoir comment je vais travailler avec elle, et je vais l'amener vers de la détente et aussi vers la libération parfois des émotions. D'accord. En fait, ce que tu me disais déjà un peu en avant-propos, avant qu'on ouvre les micros, c'est que tu prends beaucoup de temps, c'est une approche globale. Oui, c'est ça. Et il y a... Alors, qu'est-ce qui fait que tu es arrivé vers cette approche, en fait ? Alors, ce qui fait que je suis arrivée vers cette approche holistique, suite à un souci de santé, tout simplement, qui m'a fait prendre conscience que voilà, mon corps était là, mon corps me disait quelque chose et j'avais besoin de comprendre ça. Et finalement, je me suis orientée vers le shiatsu parce que j'étais un petit peu déçue de ma prise en charge par le monde classique de la médecine. Et donc, j'avais besoin de comprendre cette globalité du mal-être, du corps comme du bien-être. Et le shiatsu m'a apporté les réponses avec la médecine chinoise, qui est quand même une technique holistique de prise en charge de la personne. Donc, je me suis orientée vers ça déjà à l'origine pour D'accord. cette raison. Donc, en fait... la prise en charge allopathique, allons-nous dire, ne te convenait pas, c'est ça ? Non. Mais c'est pas forcément naturel. Tu as fait une démarche, une recherche particulière pour arriver jusque-là ? Oui. Puis ça faisait longtemps que je m'occupe. C'est-à-dire que je m'intéressais à toutes ces techniques-là avant de tomber malade, tout simplement. Donc, et puis naturellement, je me suis dit il y a un truc qui colle pas là avec ce qu'on me propose, que ça me convient pas. Pour moi, s'il y a trop de raccourcis dans la prise en charge, bien que j'étais bien pris en charge malgré tout, mais ça me satisfaisait pas complètement. Donc j'ai fait des recherches et puis la vie m'a emmenée là. Donc je pense que je devais me situer là, à ce moment-là, et puis je devais me baigner dans cette technique-là, parce que ça m'a nourri. Ça m'a nourri pendant beaucoup d'années, et ça me nourrit encore d'ailleurs, parce qu'on est de cesse d'apprendre tout le temps. Alors, tu titilles ma curiosité. Comment, encore une fois, tu dis, bon, je m'y suis intéressé.
j'ai cherché, j'ai trouvé. Est-ce qu'on trouve assez facilement, finalement, quelqu'un qui... Puisque j'imagine que toi-même, tu as rencontré quelqu'un qui faisait du shiatsu, qui t'a guéri ou libéré, appelons libéré, et qui t'a donné aussi l'envie de te former après. Ah ouais, et ça s'est pas passé comme ça. Ah d'accord, j'ai bien fait de poser la question. Ah bah tu as raison. Donc en fait, j'ai cherché une école parce que je me suis dit, je vais me former. Je vais me former déjà pour moi, pour comprendre comment je fonctionne moi et comment je peux agir moi sur mon corps, ma pathologie, ma façon de vivre, ma façon de manger, parce que de toute façon, il y a tout ça qui dans le shiatsu. T'as l'alimentation, t'as ta façon de vivre au quotidien, la façon de ressentir tes émotions, savoir où ça se place dans le corps, etc. Donc toutes ces correspondances-là, pour moi, étaient importantes à comprendre pour me dire, si je comprends ça, je guéris. D'accord. Voilà, je peux me prendre en charge toute seule, donc je peux stimuler ma guérison. D'accord. Donc j'ai trouvé une école. Et je me suis inscrite parce que ça a matché tout de suite avec la formatrice. Et j'ai fait mes années de formation et puis après j'ai été certifiée. Voilà. D'accord. Donc en fait, tu es devenue alors il y a plusieurs niveaux, je crois que tu as beaucoup de niveaux, j'ai regardé sur ton site et donc tu as eu beaucoup de certifications par la suite aussi, j'imagine, dans le domaine. Alors en fait, alors c'est des spécialisations. Des spécialisations. Voilà. Donc j'ai commencé, en fait j'ai été certifiée la première fois en 2009. Et ensuite, j'ai demandé ma spécialisation en 2018. Voilà, avec le syndicat professionnel du shiatsu qui n'existait pas alors, qui existe maintenant et qui existe aujourd'hui. Donc, il regroupe beaucoup de praticiens maintenant. Et maintenant, nous avons un titre reconnu RNCP. Donc, c'est intéressant aussi pour donner de la valeur à notre métier, tout simplement de professionnels de shiatsu. Donc, j'ai trouvé ça chouette. Je me suis dit, ça, enfin. C'est l'action syndicale ou c'est qui fait que le titre est des revenus reconnus RNCP ou c'est les certificateurs en fait? Ah, les deux. Les deux. On a quand même un protocole pour être validé. Donc, il faut qu'on respecte certaines règles oui, c'est un métier. Voilà, pour apprendre, pour avoir la validation de nos apprentissages et la validation de ce que l'on sait ou ce que l'on ne sait pas encore. Donc, ce que l'on ne sait pas encore, on est amené à l'apprendre par la suite. Donc, il y a des formations que l'on peut faire après. D'accord. Donc des spécialisations qui existent pour l'après. Voilà. D'accord. Il y a combien de professionnels du shiatsu en France? Tu en as une petite idée? Comme ça, je pourrais plus te dire. J'ai pas révisé là. Mais on est pas mal. On est plusieurs centaines, même milliers. On doit être peut-être un petit millier de personnes. Oui, on est beaucoup. D'accord. Ouais. Donc ça veut dire que si je veux m'intéresser au shiatsu dans ma région, quelle que soit la région, nos auditeurs sont dans toute la France, oui. Ils peuvent très bien... Oui. Trouver quelqu'un de très bien, et puis ils peuvent aller trouver des références auprès du syndicat professionnel du shiatsu, parce que tous les spécialistes en shiatsu sont répertoriés sur le site du syndicat. Donc il suffit d'aller voir ce site et de trouver son praticien. D'accord. Donc si je suis un particulier qui cherche à aller mieux, aussi bien sur le point de vue physique qu'émotionnel. Je vais voir ce professionnel et comment se passe un peu. Je vais essayer d'éviter les termes, il faudra me reprendre si les termes ne sont pas justes, la prise en charge ou la rencontre finalement. Comment ça se passe? Et tu parlais de l'alimentation. Oui. Est-ce qu'il y a, beaucoup de choses qui se passent comme ça? On fait, comment te dire, une petite météo du jour déjà, savoir comment vient la personne, comment elle se sent quand elle arrive. Et puis ensuite, on fait
on fait un petit retour en arrière sur ce qu'elle a vécu dans la vie. Je dirais pas une anamnèse, parce que on n'est pas vraiment dans ce schéma-là, mais voilà, on fait quand même un grand feedback de ce qui s'est passé dans toute la vie de la personne et dans toutes les relations familiales, sociales, etc. Et de vie privée. Et puis après, je vais lui demander ce qu'elle fait dans son quotidien, comment elle va réagir à certaines émotions, dans certaines situations, est-ce qu'elle va manger, comment elle va dormir, comment elle va digérer, si elle a des douleurs dans le corps et où elle se situe. Et en fonction de ça, je vais lui expliquer les liens entre les émotions, les douleurs qu'elle a dans le corps et la façon de manger, par exemple, les aliments qui peuvent lui apporter du bien-être ou qui peuvent déranger son système digestif parce que, il y a des fragilités. Donc, c'est une première prise en charge au niveau dialogue déjà. Et après, on passe à la séance de soins que j'adapte en fonction de ce que l'on vient d'échanger. D'accord. Quels sont les gens qui te consultent plus fréquemment ou quelles sont leurs problématiques ? Alors le plus fréquemment, je dirais plutôt des femmes. D'accord. J'ai des hommes de plus en plus en soins, ça c'est sûr, parce qu'il y a de la curiosité et puis les hommes commencent à se dire tiens. Et si j'allais mieux ? Voilà, c'est ça. Parce que c'est vrai que pour les hommes c'est toujours un petit peu plus compliqué à s'avouer. J'ai l'impression que on va moins vers ces techniques-là. Maintenant, oui, alors les femmes de tous âges. Des jeunes comme des moins jeunes et donc elles recherchent bien sûr à se sentir mieux et à comprendre pourquoi elles se sentent pas bien, mais surtout avoir des outils pour se sentir mieux, être guidées vers le mieux-être. D'accord. Et donc tu as des gens qui viennent parce que soit ils ont un contrôle des émotions plus difficile, soit ils se sentent bloqués peut-être dans leur vie personnelle, professionnelle. Alors, j'aimerais qu'on revienne sur le monde de l'entreprise un peu plus tard, oui. Soit parce que ils ont un mal-être récurrent, c'est ça en fait ? Oui. D'accord. Oui, tout à fait. Tout à fait. Je vais avoir tout. En fait, je vais avoir tout. Un petit peu tous les profils par rapport aux demandes. Ça peut aller je viens vous voir parce que j'ai toujours mal au dos à certains endroits. Alors après, suivant l'endroit au niveau du dos, on va faire les liens avec ce qui se passe aussi de l'autre côté du dos, c'est-à-dire l'avant du corps, parce que parfois on se pose pas trop la question, on se dit dans un endroit j'ai mal, mais est-ce que c'est bien là ? Et parfois c'est ailleurs, donc que le problème peut être résolu. Donc oui, ça peut être ça peut être du mal-être émotionnel, des colères qui sont pas exprimées, des peurs qui sont pas exprimées, et là on a aussi des traductions physiques au niveau du corps, et des verrouillages qui se font, des douleurs qui se mettent en place, des dysfonctionnements parfois au niveau des organes qui se créent. Je sais aussi que tu accompagnes les jeunes mamans. Oui. J'ai vu que tu faisais shiatsu maternité. Exactement. Comme ça. Ouais. Et alors, quel est le bénéfice pour nos auditrices qui demain pourraient devenir maman, c'est quoi le bénéfice ? De la détente déjà, des soulagements des douleurs, des douleurs durant la grossesse, tout simplement, puisque parfois c'est souvent le dos qui est souvent mis à mal. Il y a beaucoup de tensions et on va soulager ces tensions. Et puis il y a la prise de conscience aussi de l'enfant qui n'est pas toujours là. Toutes les mamans ne prennent pas conscience, surtout au niveau du premier enfant, que bébé est là, elles le sentent, mais le lien qui n'est pas toujours là. Et parfois, il y a des mamans qui ne sentent pas ou qui sentent pas leur bébé tout de suite, alors qu'il bouge déjà. Moi, j'ai une maman qui a pris conscience de que son bébé était là et qui bougeait en séance. C'était la première fois, elle me dit ça y est, je le sens, et elle le sentait pas du tout avant. Et je lui ai fait prendre conscience en posant les mains, en lui faisant poser ses mains sur son ventre, que voilà, son enfant était là, et elle a été émerveillée puis émotionnée de sentir vraiment de la vie en elle, quoi.
Tu as des managers qui viennent te voir ou des gens qui ont des responsabilités dans leur vie professionnelle qui consultent des spécialistes comme toi du shiatsu? Ouais, c'est arrivé, ouais, c'est arrivé. Quels sont les bénéfices qu'ils en tirent? De la détente. C'est un petit côté trivial. Ouais. Comme ça qui revient. Déjà de la détente, je pense parfois un meilleur contrôle de l'émotion. Ce qui est important aussi quand on manage, on a besoin de savoir aussi contrôler ses émotions dans la relation à l'autre, donc se resituer aussi par rapport à là je dérive un peu sur le coaching aussi, mais on y viendra. Voilà, c'est ça, mais c'est aussi apprendre à sentir l'émotion là où elle se place dans le corps. Et ce que ça leur procure en fait, et en fonction de ça, c'est assez proche de la pleine conscience en fait. Oui, oui aussi. Ouais. Oui. Tu as aussi une démarche au-delà de l'approche dont tu nous parlais tout à l'heure, alimentaire, globale, qui peut aussi aller vers le coaching ou une approche de psychologie positive. Ouais. Tu vas aussi, comment dirais-je, aller vers quelque chose qui va permettre aux managers de progresser, c'est ça en fait? Aussi, ouais. Oui, ça. Que ce soit un manager, c'est vrai que là, on est plus sur l'entreprise et le manager, puisque c'est ce que je fais le lien, j'en profite. C'est ta question. Oui, le manager est une personne comme n'importe qui d'autre, sauf que elle a aussi cette responsabilité, et comme je te l'expliquais tout à l'heure, effectivement, la prise de conscience de l'émotion, la prise de conscience du centrage aussi, parce qu'on a aussi besoin de se sentir bien là pour pouvoir bien écouter l'autre et pouvoir aussi avoir suffisamment de calme pour pouvoir faire passer des informations. D'accord. Alors tu me parlais on était en train d'évoquer tout à l'heure la pleine conscience rapidement, mais tu me parlais de l'approche, le shiatsu, donc tu me disais que c'était japonais, mais tu m'as parlé aussi de médecine chinoise ou de médecine douce chinoise. Oui. Donc tout ça fait un bon mariage en fait. C'est-à-dire qu'en fait le shiatsu est proche de la médecine chinoise, puisqu'on va quand même utiliser la pression sur les méridiens, sur les points d'acupuncture, avec les doigts, avec les mains, pour faire réagir le corps quand il est en souffrance. Donc en cela, évidemment, on va avoir le lien avec ce que l'on voit en médecine chinoise, et notamment en acupuncture, où l'acupuncteur il va piquer les petites aiguilles sur les points d'acupuncture. Nous, on pique pas, on y va avec nos doigts. D'accord. Et on va faire des pressions d'une manière particulière, suivant la texture qu'on va avoir sous les doigts. On va agir d'une manière ou d'une autre. Voilà. Alors, le shiatsu, ça entre timidement, mais ça entre en entreprise. Je recevais il y a 2 semaines, 2 ou 3 semaines, Christine Morin-Estève, donc une spécialiste de la RSE, qualité de vie au travail, aussi. Ça entre aussi dans l'entreprise, et quels sont, au regard de ton expérience et aussi de ce que tu sais des études dans votre métier, quels en sont les bénéfices pour l'entreprise de manière générale? Alors, de là, déjà, les personnes sont plus détendues, sont plus opérationnelles. Ça, je préfère en tant qu'entreprise plus opérationnelle. Voilà, c'est ça. Quand on est détendu, on est déjà un petit peu plus opérationnel aussi, parce qu'on est plus à l'écoute, on est plus attentif. Et il y a moins d'absentéisme, parce que les personnes tombent moins malades. Donc le bénéfice est quand même bien présent par rapport à ça. Le shiatsu et ce que l'on prodigue aux personnes de façon récurrente permet justement que les personnels dans les entreprises puissent avoir un mieux-être, se sentir soutenu aussi dans le mieux-être, ça c'est important, parce que le milieu d'entreprise n'est pas toujours simple pour personne, donc ça c'est une fenêtre de repos, une fenêtre de retour à soi, aussi un temps pour soi qui permet à chacun de se retrouver puis de s'apaiser et de repartir boosté aussi.
Mais ça veut dire aussi, ça sous-entend qu'il n'y a pas de protocole global entreprise, c'est à chaque fois un protocole, si le terme je pense que le terme est approprié, individuel, puisque finalement, ce que tu sembles dire, c'est que l'approche est pour la personne, c'est ça en fait? Alors l'approche est pour la personne, oui, de toute façon, mais après, je veux dire, il va y avoir forcément des répercussions autour de la personne, hein, puisque chaque personne va recevoir un soin individuel. Alors le soin prodigué en entreprise est plutôt court, hein, par rapport aux soins en cabinet, bien sûr, donc on va quand même avoir un protocole relativement classique. Mais il y a un échange qui se fait malgré tout pendant le soin, et cet échange-là, il est individuel. Et une personne qui viendra en disant faites attention, là j'ai un petit peu mal au dos, eh bien on va lui dire je vais lui dire tiens, ce serait bien de faire plutôt ça et ça comme exercice ou étirement. Et ça, au bureau, il y a des choses qui peuvent très bien être faites. D'accord. En fait, quand tu interviens en entreprise, tu vas donner des tips ou des trucs pour les personnes en leur disant, voilà, au bureau, vous pourriez faire tel exercice ou tel exercice. Donc en fait, tu vas faire une préconisation de gestes simples ou de postures ou de positions qui permettraient ou de régler le mal de dos ou la tension dans le cou. C'est ça en fait. C'est ça, de soulager en tout cas, de soulager la personne. C'est donc assez complémentaire de tout ce qui est gestes et postures, j'imagine. Oui, de toute façon, oui, avec effectivement des petits trucs supplémentaires qui sont quand même importants, notamment au niveau des fatigues oculaires, des tensions, comme tu disais, au niveau des épaules, du dos, et ça, il y a des gestes simples qu'on peut faire de façon récurrente sans que tout le monde se dise oh là là, elle se lève, elle fait elle fait quelque chose de bizarre. Non, pas du tout. C'est des choses qu'on peut faire même assis devant son ordinateur. Oui, alors restons dans le monde de l'entreprise, bien sûr. Le coaching, tu fais aussi du coaching, et donc tu es certifié coach en psychologie positive, en psychologie positive et bien-être. Est-ce que tu peux en dire plus ? Alors, psychologie positive, je vois bien. Oui. Et donc toi, tu t'es vraiment bien travaillé. T'as vraiment bien travaillé là-dessus, toi, en fait. Alors, oui. En psychologie positive, c'est la science du bonheur, hein, la psychologie positive. Hein, ça commence à être vraiment quelque chose de connu et de reconnu maintenant. Hein. C'est quelque chose de relativement récent, hein, 1998. Hein, donc on est tout près. Mais ça a quand même été, je pense, une révélation, hein, dans le monde du coaching en fait, et du suivi de la personne, parce que là on va aller appuyer sur les forces, sur les atouts. On va aller motiver la personne à utiliser le meilleur d'elle-même pour justement favoriser sa réussite dans ce qu'elle entreprend, et surtout de renforcer sa confiance en elle aussi. C'est ça qui est important. Et j'ajouterais l'intelligence émotionnelle que j'aime beaucoup aussi. Et ça, c'est la prise de conscience de soi, dans son ressenti vraiment, dans l'émotion. Et là, je creuse beaucoup avec ça. D'accord. Et là encore, sont des clients aussi bien qui sont en entreprise que des particuliers qui te consultent en fait. Alors là, on peut, là il y a les deux choses qui sont mises en place, hein, soit l'individuel, la séance individuelle, ou la séance de groupe aussi peut être faite. Hein, on peut travailler en groupe, et c'est intéressant. C'est intéressant de travailler aussi en groupe. C'est-à-dire la même équipe. En fait. Oui, on peut faire ça dans une même équipe et puis échanger pendant un temps donné sur une thématique ou qu'on décide en début de séance, et on va surfer un peu là-dessus du temps de la séance pour faire ressortir parfois des choses inattendues, mais c'est intéressant, oui, de faire prendre conscience aux personnes de tout ce qu'elles ont en elles. Donc là, il y a une démarche particulière dans ton approche coaching. Tu as une démarche particulière dans ton approche coaching en psychologie positive et bien-être. Tu as une démarche particulière. Il y a un nombre de séances. Est-ce que ça coûte cher ? J'imagine que ça rapporte, mais donc voilà. Alors, le nombre de séances, en général,
je définis le nombre de séances en tout début de coaching avec la personne, hein, c'est convenu. Et suivant, je lui explique que le nombre de séances est défini au départ, mais après, il va être modulé en fonction de la manière dont elle avance dans son coaching. Ça veut dire que si on définit 5 ou 10 séances, si la personne avance de façon super rapide en disant « c'est bon, je comprends comment je fonctionne, je sais utiliser les outils que vous me donnez », eh bien, on peut réduire le nombre de séances. Je ne vais pas faire de séances alors que c'est complètement inutile. Mais ça, on le sait. On le sait quand ça se termine, de toute façon. D'accord. Et là encore, tu as des demandes particulières dans ton champ habituel. Les gens viennent te voir spécifiquement pourquoi ils ont sur leurs attentes, quelles sont-elles, ou est-ce qu'il y a des attentes particulières? Oui, il y a des attentes forcément toujours particulières en coaching, comme en soins shiatsu. De toute façon, si on vient voir un coach ou un spécialiste en shiatsu, il y a quelque chose derrière. D'accord. Oui, alors là, moi, en fait, le coaching, hein, j'ai un peu moins de recul que le shiatsu, donc, mais c'est souvent de la confiance en soi, ou alors des choses qui sont engrammées depuis longtemps, des ressentis, des émotions. On vient beaucoup me voir pour les émotions, parce que bon, le shiatsu, c'est cette fameuse gestion des émotions, quoi, en fait. C'est ça. Et souvent, c'est la chose qui revient. Et surtout avec laquelle j'aime bien travailler. Donc je pense que j'attire aussi ce public-là, parce que j'aime travailler avec ça. Oui, quand on a une réputation comme la tienne, au bout d'un moment, forcément, le bouche à oreille doit faire son effet, j'imagine. C'est un peu ça, oui, c'est un peu ça. Tu as une autre approche qui était aussi spécialiste, en fait, donc shiatsu et Do-in. Alors là, pour moi, c'était une découverte. Ah ouais. Alors Do-in, c'est une émanation du shiatsu, c'est en fait un automassage. Donc, j'apprends aux personnes à se faire un automassage, c'est-à-dire que on va faire des postures, on va faire des étirements, je vais montrer des points de pression particuliers pour aller désamorcer des sentis qui vont pas être agréables, et faire prendre conscience aux personnes que cette zone-là, elle peut être douloureuse des fois. Ah oui, tiens, j'ai mal là, qu'est-ce que c'est? Alors il y a toujours la question de alors j'ai mal là, je vais appuyer sur un point un point d'acupression, et ah là j'ai mal là, qu'est-ce que c'est? Alors bon, quand on appuie sur la jambe, on se doute pas que ça va faire réagir son estomac, par exemple. Et tout d'un coup, on dit tiens, mon estomac gloute. Oui, donc tu as fait réagir ton estomac quand tu as appuyé sur ce point-là. Donc il y a des prises de conscience aussi en se disant tiens, j'explique que ce point-là peut aider la personne quand elle est fatiguée, quand elle digère pas bien. Donc je dis ça, tu peux le faire toute seule. D'accord. C'est ça en fait. Le Do-in, c'est tu apprends aux personnes à se faire des automassages. Voilà. En fait. Je ne suis pas en cabinet. Quand je suis en cabinet, c'est ma spécialiste du shiatsu qui va me faire les points de pression. Tout à fait. Mais tu vas m'enseigner aussi en disant si tu veux, voilà ce que tu peux faire. Voilà. Alors je peux. Ou ce qui te conviendrait. C'est ça, exactement. Donc à la fin du soin, je peux indiquer aux personnes. Vous pouvez faire tel étirement pour vous soulager d'eux et stimuler aussi quelque chose, Et je te donne des cours aussi, des cours en groupe. Et j'apprends aux personnes qui viennent en cours à se sentir bien, à maintenir l'harmonie énergétique du corps. Et à pouvoir aussi se dire je vais maintenir ma santé à flot toute l'année, parce que j'apprends comment faire pour ça. C'est super intéressant comme approche en fait. Je travaille avec toi en shiatsu, j'imagine, et après je vais avoir je vais pouvoir continuer à me suivre et avec le Do-in que tu m'auras finalement transmis ou enseigné, c'est ça en fait. C'est ça, exactement. D'accord. Ouais.
Alors, la séance de do-in ne remplace pas une séance de shiatsu, on est d'accord, hein. Mais effectivement, ça peut devenir une continuité du bien-être au quotidien. D'accord. Parce que je vais donner des outils, et je ne vais pas donner que des outils d'étirement et de pression, hein. Je vais également donner des outils de comment on va s'alimenter plus facilement à cette saison-là. On revient beaucoup à l'alimentation et les saisons. Voilà. Alors, je sais que les saisons sont très importantes dans ton approche. Tu y fais très attention. J'ai noté notamment, toi tu parles beaucoup d'énergie des saisons. Oui, tout à fait. Et alors, tu pourrais nous donner quoi comme conseil quel conseil pourrais-tu donner à nos auditeurs et ceux qui nous écoutent en cette période de fin d'année, c'est-à-dire fin novembre là? Alors, fin novembre, on est plus... alors là, par exemple, on va bien entendu utiliser des légumes de saison. On ne va pas aller manger des tomates en novembre ou des fraises, hein. On est d'accord. On va être sur des légumes. Mais c'est bien de le préciser, parce que des tomates, t'en trouves quand même en novembre, t'en trouves toute l'année, des fraises, maintenant quasiment toute l'année. C'est ça. Et c'est bien de le préciser. Voilà. Alors, donc on privilégiera plutôt les circuits courts, si je t'en prie. Alors, circuits courts de toute façon, le plus court possible. Pourquoi ? Parce que l'énergie que l'on va avoir dans les légumes que l'on va manger, par exemple, les légumes ou autre chose, peu importe, elle doit être le plus localisée possible, parce qu'il y a un rayonnement énergétique qui se fait avec la terre, avec nous, et nous sommes chargés un peu de la même manière. Et donc si on consomme des légumes ou un autre type d'aliment qui vient du coin, il sera meilleur pour nous qu'un aliment qui vient de l'autre bout de la planète. On s'en rend compte surtout ça quand on est en vacances ailleurs, dans un autre pays. On se dit j'ai mangé un truc, j'ai mangé un fruit, c'était un vrai délice, et on va remanger le même fruit chez nous et on va dire finalement c'est pas si bon que ça. Eh bien parce que ça rayonne pas pareil, l'énergie n'est pas la même. Là, quand on part en vacances, on capte l'énergie du pays, et donc ce qu'on va manger dans ce pays-là, on va trouver ça super. Quand on revient chez nous, ça rayonne plus pareil. Donc du coup, le goût sera plus du tout le même. Alors il y a le goût, il y a également la façon de cuisiner qui va changer tout au long de l'année. Sur novembre, on va être sur des cuisines qui vont être plus dans l'eau. D'accord. Cuisine à l'eau. D'accord. Mais dans l'eau. D'accord. Voilà. Ok. Voilà. C'est la cuisine de l'hiver. Oui, la cuisine à l'eau, le pot-au-feu, par exemple. J'y pensais tout d'un coup. J'étais en train de réfléchir. Les soupes, le pot-au-feu, etc. Le pot-au-feu, ouais. Des choses finalement intuitivement qu'on aurait tendance à faire en fait. Exactement. Puis nos grands-parents le faisaient déjà très bien, sans avoir non plus de référence là-dessus. Écoutons nos aïeux. D'accord. D'accord. Donc circuit court, tu préconises. Donc ça veut dire que l'alimentation évolue en fonction des saisons. Exactement. Exactement. On va avoir naturellement des choses qui vont pousser au printemps, et puis on va manger les fruits à l'automne. Parce que l'arbre produit ses fruits à l'automne. D'accord. Donc on va pas, il y a certains aliments qu'on va pas manger forcément à certaines saisons. Et ils seront moins bien assimilés par le corps. Énergétiquement, ça vaudra pas la peine non plus. Ça va pas apporter grand-chose. On se fera plaisir, c'est bien, mais ça va rester là. D'accord, c'est top ça. Donc le conseil, c'est changer notre alimentation en fonction de la saison, d'une part, même si à l'époque c'était plein de bon sens, parce que c'est sûr, il y a une centaine d'années, il n'y avait pas le choix, le circuit était très court de toute manière, donc il fallait faire en fonction d'eux. C'est ça. Et c'est pas pour rien. Oui, moi j'ai une petite soixantaine d'années, enfin je viens de passer, je fais faire la bascule là. Mais donc j'ai vu moi l'apparition des choses qui n'existaient pas dans mon enfance, les kiwis, même les avocats, les kiwis. J'ai vu des tas de choses arriver, les fruits exotiques finalement. C'est ça. Quand j'étais enfant, je ne les connaissais pas, voilà. Donc maintenant on les trouve. Tout le temps et partout. Tout le temps et partout, oui, d'accord. Donc ça veut dire ce que j'entends dans ce que tu dis, parce que c'est quelque chose que moi je ne connais pas du tout, donc, mais c'est vraiment intéressant. Ça veut dire, en fait, il nous faut adapter, pour avoir plus d'énergie, ce que j'entends, adapter notre alimentation en fonction de la saison, privilégier les circuits courts, tout le monde le dit, mais
Moi, personnellement, je ne le fais pas forcément. Donc, donc, tout le monde le dit. Mais non, parce que j'ai réfléchi à ce que j'ai mangé ce midi. Donc, c'est pour ça que je dis ça d'un coup. Oui, mais après, c'est pas trop, finalement. Voilà. Et donc, le circuit court. Il y a d'autres conseils comme ça en alimentation simples qui pourraient toucher nos auditeurs? Oui, comme je te disais, la cuisson. Ouais. La cuisson est pas compliquée. On va adapter le type de cuisson à la saison. Alors, en énergétique chinoise, en hiver, on cuit dans l'eau. Parce qu'en hiver, c'est la saison de l'eau. D'accord. Et on va manger des légumes racines. Ouais. Parce qu'on est dans la terre. D'accord. Voilà, c'est une forme d'immersion. On est en hiver, et l'hiver c'est l'introspection. Il y a une attitude aussi. Il y a l'attitude aussi de la saison. Tu préconises aussi des temps de repos en fonction des saisons. Tout à fait. Tu parles, j'ai lu ça quelque part. Il faut juste que je regarde. Oui. Regarde mes notes. Tu dis. Oui, c'est ça. Donc, tu parles de l'énergie des saisons et tu parles des rythmes de la Terre, je crois, quelque part. Oui. C'est ça? Oui. Tu dis, il y a combien de c'est des temps ou des rythmes de la Terre? Alors, c'est en fait les deux, parce que le rythme est dans le temps. Donc en fait, on va avoir cinq rythmes, en fait. On va avoir les saisons. Le rythme de la saison classique que tout le monde connaît sur le calendrier. Et il y a des petites choses à dire également sur le calendrier. Donc, et il y a ce qu'on appelle l'intersaison dans la cosmogonie chinoise. On est dans les saisons et dans l'intersaison. Alors là, en ce moment, on est dans l'intersaison. Et en novembre, nous serons donc... dans la nouvelle saison. Dans l'hiver. Dans l'hiver. Ah oui, voilà. Déjà en novembre, on sera dans l'hiver. Oui, parce que vous savez bien, chers auditeurs, que nous avons un léger décalage entre l'enregistrement et la diffusion. Voilà, et donc nous enregistrons actuellement fin octobre et l'épisode que vous écoutez, vous l'écoutez, puis vous le savez, nous sommes en fin novembre, donc voilà. Et mais revenons à ça parce que tu nous parlais donc donc des saisons, du rythme des saisons et de l'intersaison qui est importante. L'intersaison est importante parce que moi je dessine un petit peu comme une toile, c'est-à-dire que en cosmogonie chinoise, l'intersaison, elle se trouve un peu au centre de toutes les autres saisons. Elle va relier les 4 saisons. Elle va être entre chaque saison. Et ce qu'on appelle le centre en cosmogonie chinoise, c'est le centre. D'accord. Et la Terre, c'est la Terre, en fait, l'intersaison. C'est vraiment cette terre-là. D'accord, c'est ça les fameux temps en fait. C'est ça en fait, les intersaisons, ça va être le temps de la Terre. C'est le temps de la Terre. D'accord. C'est le temps de la Terre et elle est reliée à notre digestion, à nos organes digestifs. D'accord. Voilà. Et là, donc il y a une approche, donc on voit bien une approche d'alimentation en fonction de la saison, mais tu expliques aussi, je renvoie nos auditeurs vers le lien que vous avez dans la description, ce qui permettra d'aller sur le site de Florence pour voir un peu toutes ces explications. Tu expliques aussi que finalement, il faut aussi prendre des temps de repos. Oui. Il y a des temps de repos en fonction de la saison ou de l'intersaison, c'est ça? Alors l'intersaison, c'est le temps de liaison entre 2 saisons. Donc moi, je la symbolise comme un temps de pause, une respiration en fait. C'est la respiration, c'est comme... Pour se préparer à entrer dans la nouvelle saison, voilà, en fait, c'est ça? C'est ça. C'est vraiment ça l'intersaison. Donc on va se ressourcer, on va se préparer. On va renforcer un petit peu la future énergie qui va arriver et on va laisser celle qui est passée. Donc, et pour ça, donc, tu préconises, autant que faire se peut, d'avoir un temps dédié au repos ou à faire une pause réellement. De faire une pause, oui, on peut faire une pause au maximum dans ce que l'on fait dans son quotidien. Qui peut être différent des vacances ou c'est un temps de repos? Ah ouais, alors c'est une pause mentale. Hein. D'accord, attention, une pause mentale. Là on peut rester dans l'action. D'accord. On peut rester dans l'action, mais c'est une pause mentale, émotionnelle aussi. On est plus... Voilà, c'est une pause où on va être à la fois dans sa solitude personnelle pour se ressourcer, mais à la fois dans le partage avec les autres, parce que c'est aussi ça la Terre. La Terre, le centre en fait, eh bien, comme il va relier les 4 saisons, il va être à la fois au milieu tout seul
mais il va relier les autres. Donc on va être à la fois dans le partage et dans la solitude. Donc, il va y avoir ce souffle en fait entre les deux. Et c'est ce qui va être intéressant et ce qui va nous ressourcer, nous renforcer pour changer de saison. Voilà. D'accord. Et donc en hiver, on va plus se retrouver dans sa solitude parce que on hiberne, hein. Oui. On hiberne pas vraiment, mais oui, nous maintenant on hiberne plus. Mais ça serait pas. C'est vrai qu'un temps, oui, on peut ralentir les activités, ne serait-ce que les activités extérieures. Voilà, c'est ce qui se produit. Tôt le soir. Voilà. Et tard le matin, voilà. C'est ça. Le temps de jour est plus réduit, oui, effectivement. Voilà, donc là on va respecter ce rythme-là. Et donc la saison, pour revenir sur ta question de la saison, en fait, nous, on a un calendrier de saison qui nous indique que le 21... Tu parlais du calendrier, voilà. Voilà. Donc, les 21, donc solstice et équinoxe. Hein, donc, il y en a 4 dans l'année, 2 solstices, 2 équinoxes. Exactement. Et on nous dit, ça y est, on change de saison. Eh bien, énergétiquement, en cosmogonie chinoise, ça ne se passe pas du tout comme ça. En fait, les 21, donc, qui sont reliés aux équinoxes et au solstice, c'est le maximum des saisons. C'est-à-dire qu'on est au point culminant de la saison, à l'énergie la plus forte de la saison. Quand on voit le 21 juin, on est au maximum parce que le jour est à son plein et il est le plus long de l'année. Bien sûr. Le 21 décembre, il est le plus court de l'année. Ouais. Et les équinoxes sont des journées égales et des nuits égales. Ouais. Donc là, on est au point culminant de chaque saison. Entre les deux, ça progresse, ça monte et ça redescend. C'est jamais linéaire, ça fluctue toujours. C'est une respiration permanente. C'est comme quand on respire. On inspire, on souffle. Et la Terre est pareil, le rythme est pareil. Et les saisons sont également formatées de la même manière. Ouais. Alors qu'en fait, équinoxe et solstice marquent non pas l'apogée d'une saison, mais marquent le début finalement d'une saison, si on regarde bien. Le solstice d'hiver correspond au début de l'hiver dans nos calendriers. Dans nos calendriers européens ou occidentaux, en tout cas, oui. Alors que non, quand on observe bien la nature, l'hiver a déjà démarré. Les animaux se sont déjà mis en hibernation bien avant le 21 et ils vont ressortir en février. Hop, ça va commencer à ressortir et on va voir les premières fleurs bien aussi. Sûr. Oui, en février, tôt. Oui, déjà, oui. Alors que sur notre calendrier, le printemps n'est pas encore là, au mois de mars. Oui. Alors que, effectivement, oui. Donc, je comprends mieux ta réflexion tout à l'heure sur le calendrier. Quels sont tes rituels de vie à toi personnellement? Donc, je comprends que tu respectes. Est-ce que tu respectes ce rythme des saisons? Est-ce que tu as des rituels particuliers ou en fonction des saisons ou finalement au quotidien? Alors, tu bois beaucoup d'eau, tu amènes ta gourde, ça je sais, ça j'ai vu. Ouais. Ouais, alors oui, au quotidien, j'ai mes petits rituels au quotidien, je médite tous les jours, c'est mon temps de pause, c'est ma terre à moi aussi. Hein, donc dans ma journée, parce qu'on a ces cinq éléments-là aussi dans nos journées, faut le savoir. Hein. La journée est rythmée par ces 5 éléments. Donc on a autant de temps de printemps, d'été, d'automne, d'hiver et d'intersaison dans nos journées à nous. Donc moi, mon temps d'intersaison et de pause, c'est ma méditation, par exemple. Ça veut dire que tu vas méditer au minimum 3 fois dans la journée, c'est ça en fait? Ah non, alors là, non. Si je réfléchis, s'il y a 5 ans... Ouais, exactement. Alors, je vais respecter le Tao chinois. Le Tao, c'est ma base de travail. Hein. Donc, ce que tout le monde appelle le cycle yin-yang. Ouais. C'est le Tao. Et dans le Tao, il y a tout. Il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir vivre de façon harmonieuse dans sa vie. Et dans ce Tao, on va avoir toutes ces saisons qui vont être indiquées. Et la Terre, elle se trouve en fin d'après-midi dans la journée. Elle se trouve à la fin de l'été dans l'année. Donc ces temps-là forts se situent là. Ça veut dire que dans ma journée, eh bien, mon temps de pause, il va être plus en fin de journée. D'accord. Voilà. Et les autres temps,
je peux faire autre chose. Le point le plus fort où l'activité va être la plus intense, ça va être le milieu de journée. Une journée, je vais être dans mon été de ma journée. Là où ça va bouger le plus fort. Le matin, je vais être dans mon printemps du matin. Parce que c'est l'apparition de ma journée, le jour qui se lève, hop, on y va, et je construis ma journée. Et puis le soir, ça va être mon hiver, mon automne, déjà en début de soirée, et puis mon hiver dans la nuit, puisque je suis dans la nuit et je dors. Je me repose. Tu hibernes. La nuit, voilà. Et donc, en fait, ce que j'entends, c'est qu'il y a un temps de pause qui va se situer fin d'après-midi, qui prépare un ralentissement, finalement. Exactement, c'est ça. Tout à fait. La soirée va être calme. En tous les cas, on va essayer de la rendre le plus calme possible. On rentre dans le yin. D'accord. Ouais, on rentre dans le yin, ouais. Et le matin, on rentre dans le yang. D'accord. Voilà. Okay. Et c'est ce flux permanent. Et la bascule se fait pas à midi, on est d'accord, elle va se faire plus tard, en fin de journée, tu disais au moment du temps de la Terre, c'est ça? Oui, alors de préférence. Là, on identifie autant au niveau de ce que l'on va faire dans la journée, mais au niveau des repas, de ce qu'on va pouvoir manger aussi. On va plus identifier la Terre, par exemple, à des choses douces et sucrées. Voilà. D'accord. Et donc, le goûter. Ouais. D'accord. Voilà. Ouais. Qui est un repas important, finalement. Il peut être important le goûter. D'accord. Pour les enfants, il est déjà très important. Pour les enfants, oui. Mais pour nous aussi, il peut être important. Oui, je ne sais pas. Moi, je ne goûte plus, mais... Après, ça, c'est notre rythme de vie qui veut que. Mais si on a envie de goûter, on peut goûter. Pourquoi pas? Et donc là, tu parles du Tao Te Ching, enfin du Tao. Donc de là, tu as tiré l'essentiel, enfin pas l'essentiel de tes enseignements, parce que tu as une longue formation aussi bien sur le shiatsu. D'ailleurs, j'ai vu quelque part dans une de tes publications, tu parles shiatsu et zen. D'ailleurs, Alors le zen shiatsu, c'est le shiatsu le plus enseigné dans le monde aujourd'hui. D'accord. C'est le shiatsu de Masunaga. Qui est un maître shiatsu, un sensei, et qui est un des 3 fondateurs du shiatsu dans le monde. Tu as travaillé d'ailleurs avec ce type de sensei? Alors, j'ai un de ses élèves. Oui, ouais, on a tous un mentor quand même. Non, oui, bien sûr. Ouais, non, mais oui, un de ses élèves, effectivement, j'ai eu la chance de pouvoir recevoir quelques enseignements. D'accord. Oui, alors je t'ai coupé sur le type de zen shiatsu ou shiatsu zen, je sais plus. Oui. Eh bien, en fait, c'est un type de shiatsu particulier qui va être sur des étirements, des pressions, des mobilisations. Après, moi, je mixe un peu tous les shiatsu parce que j'ai aussi un enseignement d'Amikoshi, donc qui est un autre sensei, un autre maître. Et Serizawa également, qui est le 3e maître. Donc, j'ai reçu aussi ces autres enseignements. Donc, je fais mon choix de shiatsu en fonction aussi de ces techniques-là et de la personne qui nécessite le soin. Donc, j'adapte en fait. C'est vraiment une adaptation permanente par rapport à ça. J'utilise ces techniques qui sont riches et je les mixe. C'est passionnant, hein. On pourrait discuter des heures, oui. C'est vraiment passionnant. Et la question d'ailleurs me vient, je ne l'ai pas vue, j'ai pas trouvé sur ton site ni sur les pages internet que j'ai pu consulter, oui. Mais j'ai peut-être mal consulté. Non, pas du tout. Mais j'ai pas trouvé. Tu fais des conférences aussi, parce que tu pourrais faire des conférences sur le sujet. J'en ai fait quelques-unes, oui. D'accord, il y a quelques années de ça. D'accord, oui. Okay, j'ai fait quelques petites conférences sur l'alimentation, en lien bien sûr avec l'énergétique chinoise, et puis j'ai présenté aussi ce qu'était le shiatsu, tout simplement, parce que c'est bien de savoir aussi, d'éclairer les personnes, ce qui se passe. Oui, j'ai fait des petits spots de temps en temps. D'accord. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait, mais oui. Donc si on veut une conférence sur tout ce que tu viens de nous expliquer, il suffit de te contacter et on trouve tes coordonnées facilement en allant sur ton site qui est dans le lien du descriptif de l'épisode, en description de l'épisode. Alors, toi-même,
Comment gères-tu j'imagine la pression, tu vas bosser aussi des crises, des moments, des choses comme ça dans la vie, comme nous tous. Oui. Comment tu gères ça, en fait? Je dirais pas comme tout le monde, mais après, j'ai mes outils. D'accord. Voilà. Et t'es pas comme le cordonnier le plus mal chaussé, j'imagine que tu utilises bien tes outils. Non, pas vraiment, mais quelque part, des fois, on plaisante avec les collègues en disant, ouais, des fois, on pourrait faire mieux, mais on est tous un petit peu pareil. Ouais. Mais oui, j'ai des outils, je sais les utiliser. J'ai ce qu'il faut. Si je veux travailler ma respiration, je sais travailler ma respiration. Si je veux travailler mon calme, je sais travailler mon calme. Voilà, je peux m'exprimer. Si j'ai envie de crier, je peux crier aussi parce qu'on a le droit. De le faire, et c'est nécessaire des fois. Donc il faut que ça sorte. On ne doit pas se brider tout le temps. Tant qu'on fait pas de mal aux autres, on a besoin de s'exprimer. Si on a des colères à s'exprimer, il faut que ça sorte. Il faut pas que ça reste à l'intérieur, parce qu'à l'intérieur ça fait trop de dégâts. Ça abîme le corps, et tant que c'est pas exprimé, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Ouais. C'est pas moi qui l'ai dit. D'accord. Je renvoie d'ailleurs, chers auditeurs, je l'ai déjà fait à l'épisode numéro 1, c'était le premier de Mélanie Lédier qui parlait aussi de l'intelligence émotionnelle. Et puis naturellement il y en a d'autres, et je pense à celui de Raphaël Cardon et de Marianne Reimann, bien sûr, n'hésitez pas, qui traite des sujets connexes finalement. Et dans l'épisode de Mélanie, où Mélanie dit effectivement il faut laisser sortir les émotions, donc ça c'est pour ça que ça fait tilt. Voilà, ça fait tilt, ça résonne. Comme on dit, quel conseil toi donnerais-tu alors finalement à nos auditeurs, aux auditeurs à ceux qui nous écoutent, qui feraient face à des tempêtes de la vie? Quel serait le conseil, le tips comme ça que tu pourrais donner? Aux tempêtes de la vie? Oui, ça nous arrive tous, aux crises émotionnelles. Au-delà du fait de crier. On n'est pas obligé de crier. Voilà. Après, c'est le ressenti que l'on a. Si on veut crier, on peut aller dans la forêt et puis crier un bon coup. Là, on fait de mal à personne. Mais au moins, c'est sorti. Voilà. Mais sinon, on peut respirer déjà. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire n'importe où. Il y a aujourd'hui des petits outils gratuits qu'on peut avoir sur son mobile et qui nous permettent de respirer, de faire la cohérence cardiaque, par exemple, que à peu près tout le monde maintenant connaît. Et ça, c'est un outil qui est important, je pense, maintenant, parce que avec tout ce que l'on vit aussi aujourd'hui, on a besoin de respirer. C'est important. Respirer, c'est aussi conforter notre immunité. Donc ça fait... Oui, là, je vais peut-être pas revenir sur la saison de l'immunité, mais la saison... Mais si, vas-y. Alors là... Parce que tu m'as vu réagir. Oui, c'est super intéressant. Alors, la saison de l'immunité, c'est l'automne qui vient de s'écouler, qui est derrière nous maintenant. C'est la respiration. Alors l'automne, toujours dans le même schéma des saisons. De la cosmogonie chinoise, tout à fait, des saisons. Et donc dans l'automne, on est sur la sphère respiratoire, digestive également à une partie. Mais là, on doit booster son immunité pour l'hiver et le printemps qui vient. Donc on doit notre boulot à nous, c'est d'essayer de faire au maximum pour que notre respiration se fasse au mieux et d'augmenter notre immunité pour passer l'hiver à peu près sereinement. Et alors comment on fait concrètement ? Concrètement, déjà on respire, on apprend à respirer parce que la plupart du temps on ne sait pas respirer. On respire très mal, ou parfois on est en apnée dans la journée, on s'en rend pas compte quand on est sur nos ordis, on respire très mal, et puis s'octroyer des temps de respiration, faire des étirements, faire également des méditations qui nous apprennent à respirer, se poser, savoir se poser, pas être toujours dans l'action, sortir, se balader dans les forêts. Ça, c'est hyper ressourçant. C'est la saison d'aller se promener dans les forêts. Puis les couleurs sont magnifiques. Voilà, c'est ça. On profite d'un spectacle qui est quand même assez extraordinaire. Et puis on respire. On est à l'air, on est dans les arbres, on est dans le calme, on se pose, on se reconnecte à la terre aussi. On va moins dans tous les sens, on se recentre. Et là, on commence à se sentir bien. Le corps va se relâcher, va se détendre et ça va circuler à l'intérieur.
Mais alors pour ceux qui sont, tu parlais tout à l'heure du travail devant l'ordinateur que nous avons souvent tous. Oui, moi je suis venu te voir ce matin, donc enfin, nous sommes l'après-midi, mais je suis parti ce matin, j'ai fait 5 heures de train et donc là j'étais assis, j'avais mon ordinateur, comme souvent d'ailleurs, et pour quelqu'un qui est au bureau, qui n'a pas forcément la forêt à côté de lui, quelles seraient tes préconisations? Est-ce qu'il y a un temps où il faut s'arrêter finalement? Est-ce que c'est toutes les heures? Est-ce que c'est toutes les demi-heures? Alors on va pas chronométrer. Non, ok, mais... mais ta question si on ne se chronomètre pas, on est toujours dessus. Hein, quand même. Alors... Voilà. Alors, le truc, c'est de retrouver sa sensation. Parce qu'on s'écoute plus aujourd'hui. Hein. Les sensations, on se dit, j'ai un taf à faire, il faut que j'aille jusqu'au bout, et puis je m'arrêterai après. Sauf qu'après, il y a encore autre chose. Et c'est souvent le cas. Hein. Donc, le truc, c'est de se dire, je m'arrête. Maintenant, là, pour respirer. Ou boire un petit coup. Parce que c'est important de faire des pauses. D'accord. Mais c'est comme ça vient, en fait. On doit s'écouter réellement, en fait, c'est ça? Oui. Parce que moi je peux parler pour moi, de mon expérience personnelle ou de celle des personnes que je peux côtoyer. Et donc, on a tendance si on ne se met pas de timer justement pour s'arrêter, pour se poser, on peut avoir tendance à être tout le temps dans le flow et donc de ne pas s'arrêter naturellement. Alors, oui, on peut se dire, je mets ma petite alerte toutes les demi-heures, toutes les heures. Après, le tout, c'est de s'écouter aussi. Essayer de... C'est pas facile hein, de se dire, bon, je me sens trop tendue, je vais respirer maintenant pour pouvoir récupérer de l'énergie, puis continuer après. Et puis, de se dire, je mets des petits pare-feux comme ça dans ma journée en disant, bon, je vais faire ma respiration ou ma cohérence cardiaque, par exemple le matin. Moi, ce que je préconise en général pour se sentir un peu relaxé, c'est de faire une cohérence cardiaque le matin, aux alentours de midi, et puis le soir. D'accord. Voilà. Ça peut donner des points. Et si j'en éprouve l'envie comme ça, est-ce qu'il y a il faut que je fasse quoi? Plutôt des étirements, de la respiration ou les deux? On peut faire les deux. D'accord. On peut faire les deux. Après, c'est bien de s'étirer tout simplement, hein, tirer les bras au-dessus de soi. Ouais. Voilà, déjà, ça fait du bien. Hein. C'est simple. Hein. C'est clair. Super, merci. Encore une fois, cette émission est super intéressante et j'ai appris plein de trucs aujourd'hui. Voilà. Je suis ravie. Alors, toi, bon. Comment la question, tu l'as déjà un petit peu répondu tout à l'heure, mais toi, ton cabinet est sur Saint-Herblain. Oui. On a des auditeurs dans toute la France. Tu dis qu'en fait, si on veut trouver quelqu'un qui nous prenne en charge aussi bien en shiatsu ou en do-in, ou les deux d'ailleurs, puisque le do-in, maintenant j'ai compris que c'est complémentaire au shiatsu. Ouais. Enfin, voilà. Donc il faut aller sur le site du syndicat, c'est ça? Oui. Pour trouver un spécialiste en shiatsu, oui. D'accord. C'est la référence aujourd'hui en France. On trouve facilement. Oui. Shiatsu, syndicat France. Oui, c'est syndicat professionnel du shiatsu, parce que des syndicats en shiatsu, on en a plusieurs quand même. Ah oui, d'accord. Oui. Syndicat professionnel du shiatsu. Ouais. Okay, d'accord. Ouais. Ok. Et pour ceux qui souhaiteraient suivre ton parcours de formation, ton chemin, quel conseil donnerais-tu ou préconiserais-tu? Alors, mon parcours... même si le tien t'appartient, bien sûr. Oui. Pas... Après, ils peuvent me contacter s'ils le souhaitent, s'ils veulent vraiment avoir des précisions parce que ils veulent faire cette formation. Ou alors s'inscrire à ma news aussi, parce qu'ils auront plein d'infos. Bah voilà, ça c'est intelligence. Hein. Voilà. Le sens du marketing. D'accord, donc on mettra le lien aussi dans le descriptif. Oui, on peut s'inscrire directement via mon site. Hein. Ou via ton site. Oui, on peut le faire. Ouais, donc il y a une newsletter qui part tous les combien de temps? J'essaye d'en faire à peu près une par mois ou une tous les mois et demi au changement de saison. Ah oui, en fait, et voilà, j'envoie des petits exercices en vidéo. Très bien ça. Oui. Ouais, très bien. Ok, super, merci Kim. Alors on arrive au terme de cette émission.
s'il y avait un livre à recommander à nos auditeurs, lequel serait-il? Ou quel livre t'inspire, que tu aimerais recommander aux auditeurs? En ce moment, je suis en train de relire Le chant de personne de Daniel Picouli. D'accord. Okay. Ouais. Alors, rien à voir avec le shiatsu. Non, mais... ni développement personnel. Et c'est un livre qui me fait respirer, qui me fait partir un peu dans l'enfance. Et, oui, Daniel Picouli, oui. Ouais, c'est quelque chose de... C'est un livre qui apporte la fraîcheur, en fait. Et de temps en temps, j'ai besoin de ça. Ça me fait du bien. Ah, cool, merci beaucoup. Dernière question, qui me recommanderais-tu d'inviter pour un prochain épisode? Voilà. Oui, je sais, c'est toujours la question. Ah ouais, c'est la question. Alors, je pensais à Don Miguel Ruiz. Ah oui, d'accord. Alors, mais bon, alors Mélanie Lédier m'a dit Bertrand Piccard qui est inaccessible, et toi tu me dis Don Miguel Ruiz, carrément. Alors après voilà. Hein, ouais. Mais si tu veux inviter Daniel Picouli, pourquoi pas? Voilà. C'est un romancier que je trouve très intéressant et que j'aime beaucoup. Je confirme. Voilà. C'est une bonne idée. J'ai eu Sophie Loubière comme romancière, pourquoi pas Daniel Picouli? Merci beaucoup en tous les cas pour la recommandation du livre et naturellement l'invité. Tu as le mot de la fin? Le mot de la fin, prenez soin de vous. Merci beaucoup Florence d'être venue à ce micro. Merci pour le temps passé ensemble. C'était vraiment super. Voilà, merci j'ai appris plein de toi, trucs. Laurent. J'ai appris plein de trucs. Je suis ravi. Voilà, je sais pourquoi je fais cette émission parce que j'apprends toujours plein de choses. Je vous invite, chers auditeurs, à vous rapprocher de Florence si vous le souhaitez. Vous avez tous les liens dans le descriptif de l'épisode. Pour les gens du Pays de Loire, c'est facile. Elle est sur Nantes-Saint-Herblain. Pour les autres, il y a son site, il y a sa newsletter. Et puis, naturellement, je vous remercie de votre confiance. Je remercie Laurent Bernac qui va avoir un peu de travail sur cet épisode parce qu'on a eu du bruit ambiant. Je le remercie parce que il est très attentif à la qualité du son et je lui donne toujours un peu de travail, si ce n'est beaucoup. Quelques invités prestigieux aussi à venir. Je vous en saurai un peu plus dans les semaines à venir. À très vite et bonne semaine à tous. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à le partager. Pensez aussi à nous soutenir en mettant une note, un commentaire et à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée. Vous trouverez les liens liés à cet épisode dans la description. À la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre. Stick it up, stick it up,